Bienvenue à tous. Dans le fauteuil de l'entretien de dimanche, c'est politique. Monsieur Deoumale Gilbert, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur les grands enjeux qui traversent le Bénin, notamment en matière de justice et de diplomatie. Nous souhaitons aborder aujourd'hui comment le Bénin navigue entre les attentes internes de ses citoyens et les défis complexes de la scène régionale et internationale afin d'affirmer sa place et de renforcer sa stabilité. Alors, monsieur le ministre conseiller, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et des mutations politiques, comment le gouvernement béninois évalue-t-il l'état de ses relations avec ses voisins immédiats? Merci bien. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent. Prier tout un chacun à garder tout son calme pour qu'on aille calmement, que le Béninois puisse comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Parce qu'il est question donc de gouvernance aujourd'hui. Oui. Il est question, tel que vous l'avez dit, de la sécurité des Béninois. Et quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas créer de la richesse. Alors, aujourd'hui, les relations entre le Bénin et ses voisins, Les plus immédiats surtout. c'est vrai que quand on pose la question comme ça, on nous parle de ceux qui partagent des frontières avec nous. Oui. Nous avons de très bonnes relations. Chaque événement s'analyse par rapport à la vision du gouvernement. Notre pays, depuis 2016, a fait l'option de discuter avec tous les États, immédiats ou non, mais en conservant jalousement notre éthique, en conservant jalousement notre dignité. C'est d'ailleurs ça, le panafricanisme. Donc, relation avec l'extérieur signifie clairement que le gouvernement béninois a fait l'option de faire respecter sa dignité. Le chef de l'État, depuis 2016, a mis en place une réforme au niveau donc de la diplomatie qui désormais met au premier plan le développement de notre pays. C'est l'occasion aujourd'hui pour moi d'expliquer à l'opinion publique nationale et internationale que le rôle que joue la diplomatie dans notre pays est un rôle d'avant-garde quand il s'agit du développement de notre pays. Apparemment, lorsqu'on voit tout ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on est obligé de reconnaître que le pays est en chantier. D'accord. Mais on se demande quel est le rôle que joue la diplomatie dans ce développement-là que le chef de l'État a impulsé à notre pays depuis 2016. Vous semblez montrer une certaine stratégie dans cette diplomatie, mais est-ce que cette stratégie ne nous éloigne pas laissez-moi aller de jusqu'au nos bout. plus proches? Laissez-moi aller jusqu'au bout. D'accord. Vous n'allez pas faire un monologue non plus, monsieur. On a ce contrat-là. Il faut me laisser aller méthodiquement et jusqu'au bout. Oui, je peux vous relancer. Je suis en train de démontrer le rôle que joue la diplomatie dans le développement. D'accord. Et ça nous permet donc de pouvoir analyser l'état des relations entre notre pays et ses voisins. D'accord, je vous laisse y aller. Alors, je disais que le chef de l'État a fait l'option donc de mettre en place des réformes au niveau de la diplomatie qui confirment notre identité en tant qu'État libre, indépendant et souverain. Alors, c'est ça d'ailleurs qui paye. Parce que lorsqu'on voit les routes qui se construisent, on voit les hôpitaux, on voit les écoles, on voit tout ce qui, aujourd'hui, montre que le pays est en chantier, on ne voit pas du coup le rôle qu'a joué la diplomatie. Parce que lorsque on est en relation avec tel ou tel pays, qui accepte par exemple d'investir dans notre pays, Oui. il lui fallut
que la diplomatie ait joué un rôle. Donc, tout se négocie, tout se prépare, tout se monte à travers donc, la diplomatie, donc le ministère des Affaires étrangères. Et c'est quand les relations sont normalisées que ces pays-là peuvent, ou ces institutions internationales peuvent intervenir au Bénin. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme développement qui se fait, la diplomatie est au-dessous. Lorsque ça se passe comme ça, Oui. on comprend nettement le rôle que joue la diplomatie dans le développement d'un pays, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui au Bénin, à l'ère donc de la rupture. Alors, lorsqu'on pose la question de savoir quel est l'état des relations entre notre pays et ses voisins, vous comprenez que quelqu'un qui fait l'option d'aller discuter avec les autres, mais en conservant sa dignité, en conservant son indépendance, il peut avoir des achoppements. Parce que quand les intérêts ne convergent pas, ou la vision politique n'est pas la même qu'ailleurs, il peut avoir donc des petits grincements dedans. Tout compte fait, il faut rester ferme, parce que, comme je l'ai dit, l'option que nous avons faite depuis 2016 paye. Alors, aujourd'hui, nous savons, quand on est sur les plateaux et qu'on nous demande, surtout quand on insiste pour dire les voisins immédiats, ça fait appel à l'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans la partie septentrionale de notre pays. Mais pas que, hein, pas qu'à l'insécurité. Je vous laisse développer. Ce que vous vouliez dire, c'est que la CEDEAO a pris une décision après le coup d'État au Niger, que le Bénin a respecté. Ce qui a fâché donc nos voisins immédiats dont vous parlez. C'est de ça qu'il est question. Oui, on a vu le chef de l'État se positionner après, s'est expliqué, le temps il est passé. Maintenant, Et mieux, la situation actuelle, le Niger, puisque c'est le plus immédiat, reste campé sur sa position parce qu'il reproche au Bénin, etc. On comprend que le Bénin puisse être suffisamment justifié et dit qu'il n'y a pas de base, etc. et que le Bénin est un État souverain. Mais quand on a fini de dire ça et que nos citoyens prennent des voies détournées, vont mourir sur les fleuves, est-ce que c'est pas le moment de dialoguer? Qu'est-ce que vous appelez dialoguer? Lorsque des Béninois, pour telle ou telle raison personnelle, décident d'effectuer un voyage dans un pays où les frontières sont fermées avec notre pays, vous estimez que ça devrait amener le gouvernement à dialoguer. Mais est-ce que avant ces événements malheureux, le Bénin, vous l'avez dit vous-même, le Bénin n'a pas cherché à dialoguer? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Je pense que notre pays a joué sa partition dans cette crise-là. Donc plus rien n'est à faire, monsieur le ministre conseiller, il n'y a plus rien à faire? Mais le Bénin, nous refusons par exemple que le Niger nous impose une conduite à donner. Oui. Mais de la même manière, nous ne pouvons pas aller imposer une conduite au Niger. J'ai dit à l'entame que nous avons fait une option diplomatique que nous assumons pleinement. Oui. Mais, et que, face à ça, si nous ne rencontrons pas la même idéologie ailleurs, mais c'est normal qu'il y ait grincement dedans. Mais ça ne devrait pas nous faire fléchir. Et c'est en cela que la diplomatie joue un rôle primordial. Il y a beaucoup de mesures. On a vu Vous même... Vous n'êtes pas en train de demander au chef de l'État d'aller se mettre à genoux. Hein. Ça ne va pas se passer. J'ai dit que le Bénin a joué sa partition pleinement. Maintenant, si de l'autre côté, mais lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous dialoguez avec quelqu'un, vous échangez avec quelqu'un qui trouve des difficultés, et lorsqu'il y a résolution, c'est une autre difficulté qui naît. Vous trouvez une solution, une autre difficulté, vous faites quoi? Est-ce à dire que la médiation initiée par les anciens chefs d'État ont Mais vous constatez avec moi, il ne m'appartient pas d'analyser. Ce que je reconnais et je sais, et que tout le monde sait, c'est que notre pays, le Bénin, sous la houlette d'un chef de l'État, a joué pleinement sa partition, mais n'entend pas baisser l'échine, courber l'échine devant qui que ce soit par rapport à notre diplomatie, par rapport à notre politique, par rapport à notre vision. Le Bénin est un État souverain, n'est pas l'appendice de notre État. On ne saurait donc faire la volonté de l'autre. Mais la dernière sortie
de ce dont vous parlez. Ça a été clair que tant que le Bénin ne fait pas ci, tant que le Bénin ne dit pas dehors aux Français, le Bénin n'a pas à recevoir d'instructions d'un autre pays. Et mieux, nous n'avons pas de difficultés avec les partenaires qui sont avec eux. Le Bénin n'a pas de difficultés avec ces partenaires-là. Bien. Donc, en réalité, le problème n'est pas avec nous, c'est à leur niveau. Et nous ne pouvons pas leur dire, bon, nous sommes en partenariat avec tel pays, on vous oblige à le faire. Et puis, dans ce partenariat, le Bénin n'est pas à son premier exemple. Pour ceux qui ne le savent pas, au temps du PRPB, sous le président Mathieu Kérékou, ce partenariat existait. Et les Béninois ont tiré les conclusions. Donc, ce n'est pas à un pays frère de nous dicter la conduite. D'accord, donc la normalisation de cette relation ne dépend pas du Bénin, en fait, c'est ce que vous essayez de dire. Le Bénin joue sa partition. Le Bénin est ouvert, disposé à discuter avec tous ses frères, mais je le répète, en conservant notre dignité, en gardant notre souveraineté. Alors, le Bénin garde sa souveraineté, c'est d'ailleurs le principe, monsieur Déou Malé, mais la lutte contre le terrorisme, on ne saurait la faire seul. Heureusement, le Bénin a su neutraliser il y a quelques jours quelques individus. On s'en félicite, malgré donc la perte au sein de nos hommes. Les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées à bouter hors du pays ces assaillants. Ce qui est heureux, c'est que jusque-là, quoi qu'on dise, ces djihadistes n'ont pas encore pu prendre un seul mètre de notre territoire. Contrairement à ceux qui pensent... On parle souvent du point triple, c'est toujours en état. Ils ont pris le point triple? Non, moi je te pose la question. Bien. Alors, j'en viens là. Contrairement à ce qu'on estime, parce que quand il y a les attaques au Bénin, c'est de l'extérieur, donc de nos voisins immédiats, que les réseaux sociaux sont inondés avec des images montées. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Moi, j'estime que nous sommes... c'est vrai, à des moments donnés, on assiste à des événements très, très malheureux qui désolent, mais ces malfaiteurs ne sont pas résidents au Bénin. Et avant même... Pour ce qu'on entend dire, ils seraient au sein de la population. C'est eux qui le font dire, mais ce que nous reconnaissons naturellement et sur le plan mondial, c'est qu'ils viennent de nos voisins. Soit c'est du Burkina, soit c'est du Niger, pour nous attaquer. Donc, ce n'est pas au Bénin qui sont disséminés pour aller attaquer le Niger, c'est bien le contraire. Puisque les populations ailleurs ont pensé que les civils au pouvoir n'étaient pas en mesure donc de contrer ceux-là. Voilà pourquoi les gens ont accepté le coup d'État ailleurs. Mais étant militaires, avec leurs relations, ils n'ont pas pu, ils sont pas en train de pouvoir maîtriser leur territoire. Parce que toute la partie sud, naturellement qui fait frontière avec nous, c'est de là-bas que les gens viennent. Et ce n'est pas notre territoire. Donc c'est clair que leur QG n'est pas au Bénin. Alors, nous sommes donc face à ceux-là qui seuls peuvent dire ce pourquoi ils attaquent le Bénin. Il revient au chef de l'État et à son gouvernement donc de prendre les dispositions pour que, d'ici quelques mois, on demande à un seul djihadiste de traverser notre territoire, il dira non. On ne provoque personne. Nous ne savons pas ce que ces djihadistes nous reprochent. Mais parce que nous ne savons pas ça, allons nous croiser les bras pour qu'ils viennent décimer notre population. Parce que nous ne le savons pas. Il faut voilà justement lutter contre le phénomène ensemble, pas seul. Certainement pas seul. Parce qu'on parle de guerre asymétrique. On ne peut pas obliger les autres à lutter contre les djihadistes avec nous. Encore là, le Bénin a fait tout ce qu'il faut. Vous venez de dire, M. Déou Malé, que c'est au sein des pays voisins ou c'est des pays voisins qu'ils parviennent. N'est-il pas du devoir justement des uns et des autres, des uns et des autres, de trouver le moyen de faire front commun contre ce phénomène? Mais si vous voyez, nous avons installé des bases militaires à nos frontières pour contrer donc
l'entrée, l'incursion donc de ces djihadistes-là. Et c'est ceux dont vous parlez qui doivent se mettre avec nous pour les contrer, qui s'offusquent contre ça. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Alors, ils ont créé sur tous les toits que c'est les Français que nous avons installés là. Ok, le point triple a été attaqué. Nos enfants ont été tués. Vous avez vu un seul cadavre blanc. De quoi on nous parle? Est-ce qu'il y a eu le corps d'un seul blanc? Point triple. De quoi on nous parle? Nous avons fini donc par montrer suffisamment que nous n'hébergeons aucun djihadiste ici pour aller attaquer nos frères, nos pays frères. Et on change de veste pour dire il faut chasser les Français. De quoi on nous parle? Vous ne comprenez pas ce dont on parle. Très C'est bien. que sur notre pays a fait son maximum pour pouvoir lutter contre cette... Et aussi le plan intérieur, le chef de l'État a pris toutes les dispositions, comme je l'ai dit, pour que d'ici quelques mois, si on demande à un seul djihadiste de traverser notre frontière, il dira non. Toujours sur les relations du Bénin avec ses voisins, Monsieur Déoumalé, ce discours de Patrice Talon à Abuja résonne toujours. Un appel à une réelle intégration économique sous-régionale. Mais comment faire s'il n'y a pas les autres? Est-ce qu'on va faire de cette intégration sans les autres? Quand les pays sont en conflit, Oui. et qu'ils doivent aller à une table de négociation, après la guerre, n'est-ce pas? Et les pays se présentent à cette table de négociation-là en tenant compte des casses et des difficultés qu'ils ont eues au cours de la guerre. Bien. Ça voudra dire quoi? Je veux simplement dire que lorsqu'on fait un bilan et qu'on est vraiment patriote, on se dit, bon, mais l'option que j'ai faite là, si je pensais être, disons, avoir raison, aujourd'hui, les faits prouvent que j'ai eu telle difficulté. Parce que même après une guerre, même si vous avez remporté la guerre, vous perdez toujours, vous laissez toujours des traces. Voilà pourquoi, quand le chef de l'État a eu cette initiative et que le Nigeria a épousé l'idée, Oui. il est question donc de marcher ça correctement, de voir comment est-ce qu'on transforme ça en projet et qu'on essaie donc de les mettre en œuvre. Oui. Et ça, ce n'est pas impossible. Avant 2016, il y a des choses au Bénin qu'on croyait impossibles, mais qui se réalisent aujourd'hui simplement. Alors, le chef de l'État n'est pas né de la dernière pluie. Il a réfléchi et il est allé soumettre une idée du genre à un sommet. Comme ça, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Et lorsqu'il émet ces idées comme ça, il sait déjà les méandres, comment faire pour y arriver. Voilà pourquoi j'estime que l'État pas né de la dernière pluie, il sait de quoi il parle. Et il n'est pas allé dicter ça aux autres. Non, mais l'objectif, c'est de ramener les autres. Non, ceux qui étaient présents. Il n'est pas allé leur dicter ça. Quand il a expliqué, les autres aussi, les autres chefs d'État qui étaient là, ont compris que voilà une idée soutenable. Oui. Donc, chacun va apporter du sien pour que ça puisse aboutir. Les autres peuvent être campés sur les décisions, peut-être que parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à comprendre ce que ça pouvait être. Mais aujourd'hui, on est allé à ce niveau, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. Vous savez, l'homme que nous sommes, nous nous sommes retrouvés dans la nature. Vous qui êtes là, vous n'avez pas choisi de naître au Bénin. Vous êtes retrouvés au Bénin. Et le constat est que la nature elle-même est hostile à l'homme. Donc chaque jour, il faut se battre contre la nature pour lui arracher les éléments dont on a besoin pour sa survie. C'est pour dire quoi, M. Déoumalé? Mais laissez-moi aller. Et ce que nous, êtres humains, nous avons de plus que les autres êtres, c'est notre intelligence, c'est notre réflexion. Et lorsque vous n'avez pas la richesse, vous n'avez pas ceci ou cela, et que vous êtes intelligent, vous pouvez créer de la richesse. Donc, arracher à la nature ce dont vous avez besoin pour votre survie. Le chef de l'État a réfléchi, il a sorti une idée. Oui. Elle va prospérer. Il faut être optimiste pour dire que ça va prospérer. Oui, mais l'optimisme, pourquoi pas, mais il faut des actions. Il n'y a que des actions qui puissent, sinon, des accords du genre. C'est pas la première fois qu'on les signe non plus, hein, monsieur. Donc, lorsque, par exemple, dans un foyer, dans une famille, votre femme
faire des morts et vous n'en sentez plus. Pas parce qu'il y a eu ce problème-là où il y a des accords qui n'ont pas abouti qu'il faut arrêter. Non, Non. Et on en tient compte d'ailleurs pour initier. Et c'est le cas. Je crois que l'idée du chef de l'État est à soutenir. Surtout que certains de ses pairs ont trouvé que c'était énorme. Lorsque vous faites des suggestions aux gens, oui. Ils essaient de voir ce que vous faites chez vous. Aujourd'hui, ce qui se fait au Bénin, l'image que nous donnons aujourd'hui de notre pays fait que nous sommes respectés de partout. Et lorsque le chef de l'État sort une idée, on se dit, ah, ce monsieur, il a la tête sur les épaules, il faut l'écouter. Dès qu'on prête attention à ce que vous dites, même si on doit y trouver des trucs à apporter, je crois que le soubassement demeure. Et cette idée-là, l'idée qui peut... Mais le panafricanisme même, c'est quoi? Ce n'est pas aller, par exemple, au Sénégal ou à Abidjan, mettre la main à la poche, sortir un billet de banque et brûler. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Ça apporte quoi à l'Afrique? Ça apporte quoi au Bénin? Et nous pouvons être en train de dire la même chose, poursuivre la même chose, mais ne pas prendre par le même chemin. Et c'est le chemin par lequel on passe qui garantit l'aboutissement heureux de ce qu'on fait. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le chef de l'État a fait cette option-là, de sortir l'idée, de la soumettre à ses pairs, et ensemble, maintenant, on trouve une formule pour l'aboutissement heureux. Le contexte lui-même ne date pas de Patrice Talon, ça date depuis l'époque révolutionnaire, vous le savez. Ma question, l'objectif certainement, c'est de fédérer les économies pour faire un marché commun. On ne peut pas le faire qu'avec le Nigeria, même si le Nigeria a un voisin très important, en tout cas dans notre géopolitique à nous. On ne peut pas le faire qu'avec le Nigeria seul. On ne peut pas non plus le faire avec les autres. Ma question, c'est de savoir quelle est l'idée, quelle est la stratégie pour fédérer, pour amener les autres à cela. Les autres dont vous parlez, pour prendre les décisions, on cherchait à mettre tous les Africains, tous les autres pays ensemble. Il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Bien. Et ça vient de commencer. D'accord, vous êtes pessimiste là-dessus. Allez, pour boucler le chapitre diplomatie tout à l'heure, en expliquant la nouvelle stratégie diplomatique du Bénin, vous avez laissé entendre une certaine réorientation de la manière de faire de cette diplomatie. Alors, c'est une stratégie qui a été beaucoup critiquée, un choix donc très critiqué, Monsieur Déo Malé. Mais est-ce qu'il a été bénéfique, ce choix-là, au Bénin? Si ce choix a été critiqué, et c'est exactement comme on est en train de le dire, il dessort les gens, les opinions là-dessus, mais avec le temps, on se rend compte de qui a raison. Ça a été bénéfique pour le Bénin? Je dis que ça a payé suffisamment. En quels termes? J'ai dit que le Bénin est en chantier. Et ce, dans tous les domaines. Vous prenez n'importe quel domaine aujourd'hui, il y a eu des avancées énormes. Et j'ai dit que, en dehors de notre effort personnel, sur tous les plans, physique, humain, financier, matériel, il y a l'apport donc des partenaires. Alors, d'abord, il faut comprendre que quand vous voulez vous affirmer, il faut le faire à travers des actes. Le chef de l'État est venu au pouvoir depuis 2016 avec un PAJ que nous appliquons strictement. Et lorsqu'on élabore un document du genre, on fait une planification du genre, il y a les indicateurs de performance, les résultats attendus, et puis qu'est-ce qu'il faut faire après quoi pour atteindre quoi, n'est-ce pas? C'est ça la planification. Bon. Ce PAG-là a des priorités pour notre pays. Au niveau de la diplomatie, l'option a été faite pour que, désormais, le partenariat avec n'importe quel pays se fasse de sorte que aucun pays ne revienne au Bénin dire désormais je viens vous accompagner dans tel ou tel domaine selon nos priorités. Non. Quand vous arrivez pour intervenir, vous êtes tenu d'intervenir selon nos priorités. Vous ne voyez pas que c'est déjà une manière d'orienter les accompagnements techniques ou financiers? Deuxième élément, jusqu'en 2016, lorsqu'il y a des élections à faire dans notre pays, les chefs d'État d'alors
s'adressait aux autres pays pour solliciter des accompagnements financiers pour organiser les élections. Et au même moment, nous crions que l'Occident nous maltraite, l'Occident fait ci ou fait ça. Lorsque des pays vous tendent la main pour organiser les élections présidentielles, par exemple, ils vous imposent les candidats. Ah bon, on a eu des candidats imposés dans ce pays? Et si vous ne faites pas ça, vous avez toutes les difficultés après. Mais nous avons commencé par faire des élections aujourd'hui dans notre pays depuis 2016 avec nos propres ressources. C'est une dépense de souveraineté. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une dépense de souveraineté. Alors, quand les autres veulent faire les autres pays de l'Occident veulent organiser les élections chez eux, ils ne viennent pas demander de l'aide en Afrique, même si on sait que c'est eux qui exploitent nos ressources. N'est-ce pas? Très bien. Il faut faire comme eux pour nous affirmer. Alors, ça déjà prouve à suffisance que nous avons fait l'option de nous faire respecter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. Alors, vous avez demandé si nous pensons que cette diplomatie-là paye. Alors, je donne un exemple. Nous avons voulu, je dis n'importe quoi, ériger l'hôpital de référence de Calavi. Et des partenaires techniques et financiers sont intervenus. Et je vous ai dit, avant toute action de ce genre, il lui fallut donc que la diplomatie ait joué un rôle. Est-ce que ce n'est pas payant selon vous? C'est payant. Si la diplomatie, en tout cas cette nouvelle manière sous Patrice Talon, a payé, venons, Monsieur Deumale, si vous le permettez, à l'indépendance de la justice. Je ne vais pas vous demander si la justice béninoise se porte bien. C'est peut-être une question à réserver au garde des Sceaux, mais à vous, en tant que ministre conseiller, je vais vous demander si vous êtes fier de la justice béninoise. Je suis très fier de notre justice au Bénin. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ça. Moi, je respecte toutes les institutions de mon pays. Je ne suis pas apatride. Je sais voir quand c'est bon. Je le dis. Donc, je sais faire des analyses. Et lorsque je permets à l'autre d'analyser à ma place, je dois me poser la question si j'existe. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre des faits concrets. Parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas toujours les élites. On parle aussi au bas peuple. Et lorsque on passe son temps à dire qu'on est de l'opposition, et que sur ce qui se fait au Bénin, la justice est à la trousse des Béninois, la justice persécute. À la trousse de l'opposition. Très bien. Très bien. À la trousse de l'opposition, la justice au Bénin renvoie ceux qui ne chantent pas le refrain de talent hors du territoire. Alors, il faut qu'on recentre la balle et qu'on cesse d'embrouiller l'opinion publique nationale. Où est l'embrouille? Alors, une justice dans un pays, c'est une institution qui est au service du justiciable. Et c'est le cas dans mon pays. Alors, lorsqu'on prend une loi dans un pays, madame, c'est pour régler un problème. Prenez n'importe quelle loi, c'est pour régler un problème. Et c'est la justice qui est garante donc de la mise en œuvre de cette loi-là. Si le législateur en arrive à prendre une loi, c'est qu'il y a un constat qui est fait. Ou du moins, on prévient les dangers pour dire, lorsque tu fais ci, voilà ce qui t'attend. Alors, quand le législateur a fini de prendre cette décision, et que la loi est promulguée, elle devient applicable à tous les Béninois. Même si au moment de la prise de la loi, vous n'étiez pas d'accord, une fois promulguée, vous vous soumettez à la loi. C'est ça, la démocratie. C'est ça, la démocratie. Et lorsqu'on prend une loi, dit elle est sélective, et cette loi-là, elle est discriminatoire. Mais la loi, c'est pour exclure. Quand on prend une loi,
c'est pour exclure. C'est pas pour rassembler. Quelle est la loi qui rassemble? Lorsque dans un pays, ou non, dans un hameau, dans une communauté, dans un village, le patriarche décide, par exemple, d'interdire les viols, vous pensez que ceux qui ont pour habitude de violer seront d'accord avec cette loi? Elle ne discrimine pas ceux-là. C'est pour régler un problème. Donc, les auteurs de ce problème ne peuvent que s'en offusquer. Mais est-ce que Mais on ne peut pas tenir compte de ce que ceux-là ne sont pas d'accord ou disent qu'il faut rejeter la loi. Et c'est souvent eux qui donnent une autre couleur à ce qui se fait. Prenons des exemples concrets. Entre-temps, ici, vous avez suivi le feuilleton de votre collègue ou je ne sais quoi, Frère Rouvi. Vous avez vu ceux qui étaient allés à la criette pour défendre ce monsieur. Très bien. Et sous prétexte que c'est parce que ce monsieur sortait des idées contre le pouvoir que ça a été fait comme ça. C'est pas honnête. C'est malhonnête, madame. J'estime que vous êtes dans ce studio-là. Et les bandits viennent vous cambrioler. Ils ramassent vos caméras. Ce que vous faites, c'est d'aller à la police porter plainte. N'est-ce pas? Vous l'avez fait. La police a ouvert une enquête. Les bandits n'ont pas encore été appréhendés. Et un matin, vous êtes chez vous. Des individus inconnus de vous viennent avec quelqu'un qui reconnaît que c'est lui qui vous avait cambriolé. Et vous avez vos effets. Mais comme on est dans un état de droit, vous dites, bon, d'accord, moi j'ai déjà porté plainte. Pour repartir avec les bandits là, avec mes effets. Et quand j'aurai fini, la police aura fait son travail, vous allez reprendre. C'est comme ça se dit. Ceux qui ont fait ça ont été appréhendés, jugés, condamnés. N'est-ce pas? Mais l'auteur principal, que nos amis d'enfants sont allés défendre, là, qui l'a chassé du Bénin? Il est parti de lui-même. Vous êtes resté au Bénin ici, en tant que journaliste. Vous n'avez pas fait le Bénin. Parce que vous ne vous reprochez rien. Prenons le cas. Alors, pourquoi lui, il a décidé de repartir au Togo avant même d'avoir commencé ses chroniques? C'est parce qu'il sait que ce qu'il veut dire est mauvais, ne tient pas la route et contre la loi, qu'il a dit aller se réfugier. Prenons le Donc, cas. c'est prémédité. Bon, Chacun a son rôle dans un pays. Prenons le rôle de l'Assemblée. Je vais jusqu'au bout. Le rôle de l'Assemblée. Oui, vous irez au bout. Non, mais laissez aller. Le rôle de l'Assemblée. Il faut bien que je vous pose des questions, monsieur. Vous Ne n'allez pas parler seul. Le rôle de l'Assemblée, des députés, n'est pas d'aller contraindre les magistrats quand ils font leur travail. Parce que vous parlez, vous là, de l'indépendance de la justice. Prenons le cas de monsieur Julien Kandé-Kansou, par exemple, qui est un jeune militant au sein de la communication du Parti Les Démocrates. Oui. Voilà, prenons ce cas-là, oui, qui a porté plainte. On lui demande, par exemple, de justifier des écrits. On lui demande d'expliquer, par exemple, ce qu'il entend par révolution électorale, magie électorale, l'homme du monopole, etc. Est-ce que ce procès est déjà allé Non, à terme? pas du tout. Et une fois ce dossier n'est pas encore allé à terme, vous comprenez donc que on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Laissez les magistrats faire leur travail. Voilà une manière de vous prouver que au Bénin, la justice est indépendante. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'acharnement, effectivement, envers en tout cas les membres de l'opposition? En fait, c'est ça le nœud de la question. Pourquoi c'est seulement cet exemple-là que vous prenez par rapport à cet individu? C'est son premier écrit. Mais vous voyez, j'étais au niveau, moi-même, du Fonds des arts et de la culture en tant que directeur général. Oui. Ce garçon avait sorti des chiffons comme ça, sur ma gestion. Lui, donc. Avez-vous porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. Mais je l'ai invité. Je l'ai invité. Donc, vous avez décidé de gérer ça à l'amiable, certainement. Non, j'ai voulu comprendre. Peut-être qu'il avait raison. Vous voyez, peut-être qu'il avait raison. C'était de n'importe quoi. C'était de n'importe quoi. Je dis, bon, maintenant que c'est de n'importe quoi, tu peux partir. J'irai porter plainte contre toi. Prépare-toi. Et les plaidoyers ont commencé. Faut laisse tomber. C'est ton frère. C'est tout cela. Écoutez. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, notre pays est organisé de sorte que vous savez ce que vous attend quand vous commettez tel ou tel.
Mais ce dont vous parlez là, vous avez vu quelque part, on lui a dit, quelle est votre couleur politique? Il n'a pas été interpellé par rapport à sa couleur politique. Mais il a été interpellé par rapport à des écrits. On parle de harcèlement Il par biais assume électronique. pleinement. Vous posez un acte, vous êtes libre de le faire, mais vous assumez pleinement. Mais est-ce que les citoyens ne sont pas en droit de douter de cette indépendance de la justice, monsieur Deoumale? Surtout que le chef de l'État, il est le premier magistrat, il siège au Conseil suprême de la magistrature et il gère même la carrière des magistrats. Est-ce que les Béninois ne sont pas en droit de douter de cette indépendance de la justice? C'est du fait de Patrice Talon. Ce n'est pas l'apanage de Patrice Talon. Donc tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays étaient dans cette même posture. Donc c'est pas nouveau. Et c'est pas Talon qui a créé ça. Revenons à la question. Vous savez, on n'a pas le même niveau d'instruction. Et c'est ça, j'ai dit qu'il faut qu'on arrête d'embrouiller les esprits aux populations paisibles. Lorsque on veut atteindre un objectif, on se dote de tous les moyens, y compris l'intoxication, le mensonge. Et c'est ça. Alors aujourd'hui, le chef de l'État est le premier magistrat. Vous ne l'avez jamais vu intervenir par rapport à un dossier. Pourtant, dans ce même pays, ceux-là qui disent ça aujourd'hui, ils ont à leur tête quelqu'un qui a dit laissez-les venir, je ferai venir les miens pour qu'ils se combattent. Le fait que le chef de l'État soit le premier magistrat, pourquoi vous pensez que c'est de 2016 à aujourd'hui que les populations doivent douter? Pourquoi? Lorsqu'il s'agit d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose, et c'est ça la réalité. La loi, elle empêche de faire. Il faut que d'abord qu'on laisse libre cours aux Béninois pour qu'ils apprécient eux-mêmes à travers les faits. Des lois sont prises. La justice est en train de faire son travail. Alors, lorsqu'il y a un événement, comme le cas que vous avez cité, et qu'on saute là-dessus, parce qu'on est de l'opposition pour dire, voilà, on est persécuté, on ne permet pas aux populations donc d'apprécier. Il y a eu des événements majeurs. Je ne parle pas de ce que vous avez dit là, c'est mineur. Il y a des événements majeurs qui tentaient même de porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté de notre pays, où, au début, ceux dont vous parlez ont commencé déjà par faire des chantages. Oui, c'est entre eux. Oui, c'est parce que l'autre veut être président qu'on est en train de l'arrêter. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Vous voyez, quand vous faites l'option de faire quelque chose et vous démarrez, il faut aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en beau milieu de chemin. Ce faisant, lorsque vous faites ça comme ça, vous n'êtes pas responsable. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la justice, lorsque quelqu'un est arrêté, parce que vous avez bien dit, on pense que la justice aujourd'hui ne fait que persécuter l'opposition. Mais c'est eux qui font dire ça. Mais est-ce qu'au niveau de notre prison, on n'a que des opposants en prison? Alors, Bon, on n'a pas une statistique qui dénombre les opposants des donc, citoyens lambda. il y a opposants et il y a non-opposants. C'est bien ça. Je n'ai pas donné un chiffre. Quand c'est comme ça, on ne conclut pas pour dire que la justice est autour de tel ou tel. Maintenant, revenons-en. Vous voyez, quand on prend un cas, il faut aller jusqu'au bout. Nous connaissons, l'opinion publique nationale connaît ceux de l'opposition qui sont en prison et ceux de la mouvance qui sont en prison. Autour de qui vous avez fait, la presse a fait large écho. On connaît. Au moins ça. Alors, si on fait la statistique, on ne saurait dire aujourd'hui si c'est ceux de l'opposition là qui sont majoritaires ou non. Mais dites-moi, ceux dont vous parlez là, qui d'entre eux, que ce soit de l'opposition de la mouvance, qui d'entre eux a été interpellé par la justice parce qu'il est contre Talon? Vous voyez, à leur place, j'aurais eu une autre attitude, plus simple et plus efficace. J'ai dit à l'entame que lorsque une loi est en train de se prendre, et vous n'êtes pas au lieu où la loi se prend, vous assumez.
Mieux, si vous êtes au lieu où la loi se prend et vos arguments n'ont pas convaincu, la loi a été prise contre votre volonté, une fois promulguée, vous vous soumettez à la loi. Et ce que vous faites après, c'est de vous battre ou vous retrouvez, puisque vous avez la liberté de vous battre, ou vous retrouvez là où on change la loi et vous changez la loi. Et certainement, en le disant, vous faites allusion à la loi qui est la plus querellée actuellement au Bénin. On parle du test électoral. On connaît plus ou moins votre position là-dessus, puisque les acteurs de la majorité présidentielle ont la même position sur ce test électoral. Mais moi, ma question, c'est de vous demander si vous êtes fier, en tant que membre de cette majorité présidentielle, de cette bipolarisation ou de ce clivage aussi prononcé autour de test électoral. Je suis plus que fier. La question n'est pas bien posée. Ah, d'accord. Reposez-la vous et répondez alors. Très bien. Telle que cette loi-là a été conçue, est-elle bénéfique pour le pays? C'est comme ça. Parce que un individu A ou B ne soit pas d'accord pour une loi, on ne doit pas en faire, ça ne doit pas créer un problème. Mais est-ce que quand on prend le pays, aujourd'hui, cette loi-là, est-ce qu'elle nous permet de régresser ou d'avancer? On en a vraiment besoin? Selon vous, en 2026, il n'y a pas d'élection. Le test existait déjà. On a eu à apporter des révisions. Ah oui. Et c'est justement cette révision-là qui a créé, qui crée, j'allais dire, toute la tension actuelle. Enfin, ou toutes les analyses autour. Lorsqu'on est dans un pays et on aspire à un développement, c'est comme si vous me demandiez tout ce que tu as fait aujourd'hui, le pays en chantier, est-ce qu'on en avait besoin? On a besoin. Donc, en 2016, lorsque Talon venait, même nous, qui étions avec lui depuis 2016, on ne pouvait pas jurer de ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il a fait aujourd'hui. Peut-être qu'il allait faire ce qu'il peut, selon nous, mais il a dépassé largement les attentes. Aujourd'hui, avec le niveau de développement atteint par notre pays, c'est un code comme ça qu'il nous faut. Mais dites-moi, allez juste simplement prendre les articles que l'aurait. Vous parlez de code comme si c'est dans son ensemble que le code est mauvais. On connaît les articles querellés. En quoi vous estimez que ceux qui vilipendent ces articles-là doivent en être fiers? En quoi ces articles sont bénéfiques au développement, puisque vous soutenez que c'est bénéfique au développement? Vous savez, je prends l'article qui parle des 20%. D'abord, il s'agit de 20% de quoi? Il ne s'agit pas de 20% de la population béninoise. Parce que quand on va aux élections, ce n'est pas toute la population qui va voter. Ça, il ne l'explique pas. Il s'agit de 20% de ceux qui, le jour de l'élection, ont réussi à mettre le bulletin dans l'urne. Je dis réussi parce que vous pouvez avoir toutes les conditions. Votre carte d'électeur, vous avez 18 ans, ne vous n'êtes pas aller au vote. Les 20% ne vous concernent pas. Et ceux qui ont 18 ans, ils peuvent aller voter simplement, ça ne les concerne pas. C'est ceux qui ont vraiment voté. Donc, c'est les suffrages réellement exprimés. Ça voudra dire quoi? Si nous sommes 4 dans cette chambre-là, aujourd'hui, il s'agit de 20% de 4. Mais il ne s'agit pas de 20% du personnel de votre chaîne. C'est ça qu'il faut expliquer aux populations. Et les 4... C'est pas circonscription, hein, je vous rappelle. C'est de ça que je parle. Quand vous prenez une circonscription électorale, il ne s'agit pas de 20% de la population de la circonscription électorale. Non. Il ne s'agit pas de 20% par commune. Non. Parce que quand on prend une circonscription aujourd'hui, il y a plusieurs communes. On s'entend, hein? Je dis, je réitère, qu'il s'agit de 20% de ceux qui, le jour-là, ont pu mettre le bulletin dans l'urne. On est d'accord sur ça. Deuxième chose, il n'y a pas ce chiffre-là duquel on ne peut extraire 20%. Quand c'est 100, 20% de 100, on sait ce que c'est. Quand c'est 10, 20% de 10, on sait ce que c'est. Mais si c'est 20% de la population, comme ils le font croire là, c'est normal que les gens soient écœurés. Mais à quelle élection? Depuis que nous avons commencé par faire les élections, donc avant Talon, au cours de quelle élection on n'a pas laissé le temps aux partis politiques de faire campagne
pour demander à leurs militants d'aller voter. Lors des législatives dernières, votre parti a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Là n'est pas la question. Là est la question. Non. Je sais ce qu'on veut essayer. Non, je viens. J'en arrive là. J'explique simplement que à toutes les élections, avant ce code-là, on a toujours permis aux partis politiques de sortir, faire campagne, demander à leurs militants de sortir pour aller voter. C'est de ça que parle le code. Simplement, ça voudra dire quoi? Dans votre circonscription électorale, vous vous organisez pour que les militants que vous dites avoir dans la circonscription-là sortent pour aller voter pour vous. Je dis bien que vous estimez que vous avez écrit sur papier que vous avez. Et quel est le problème que les 20% viennent régler? J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Le Bénin, selon la Constitution, est un et indivisible. Mais le système partisan vient dire que désormais, c'est les partis politiques qui génèrent les dirigeants. Et les dirigeants, c'est qui? C'est ceux qui ont la destinée donc, de ce pays et qui doivent assurer donc, le développement. Si vous avez demandé si ce code-là permet, c'est ceux que nous choisissons là. C'est à eux que nous remettons tout ce que nous avons, toute notre vie, pour dire, faites la promotion de notre pays. Et quand le pays se développe, chacun en tire son profit. Donc, le code là, ça vient dire comment choisir celui qui va développer le pays. Donc, voilà pourquoi. Si je suis votre logique. Les 20% là, laissez aller jusqu'au bout. Les 20%, c'est quoi? Avant ce code-là, ça existait, mais pas en tant que 20%. On obligeait tous les partis politiques en liste pour la députation, on les obligeait à avoir des candidats partout. Et comme ils savent très bien qu'ils n'étaient pas ancrés partout, il faut du remplissage. Vous maintenant, vous n'êtes pas de OSS chez moi, et on vous met là-bas, on vous met votre nom là-bas. Ça sert qu'on n'aura rien. Et là où votre parti politique est ancré, ils mettent le paquet là, et ils se font élire, et ils deviennent députés de la nation. C'est une tricherie. C'est ça que la loi vient régler. Deuxième chose, dans une circonscription électorale, où on vous demande d'avoir 20%, on vous permet 2 ou 3 semaines de faire campagne et demander au vôtre de sortir pour aller voter pour vous. S'il arrive que après les élections, on ouvre les urnes, on fait la compilation, et que vous n'avez pas les 20%, madame, ça signifie clairement que dans la circonscription là, vous n'êtes pas implanté. Alors que le système partisan dit que il faut que les partis soient réellement, je dis bien réellement implantés sur toute l'étendue du territoire national pour sceller l'unité nationale afin que le pays ne soit pas divisé. En quoi l'unité nationale souffre si on mettait ça à 5, 2, 1 ou laissait ça à 10%? Très bien. Depuis la conférence, des voix s'étaient élevées pour dire, le système partisan, comment vous appelez ça, tel que c'est conçu, où on nous amène dans un multipartisme intégral, ça va créer problème demain. Et réellement, on a assisté à la floraison donc des partis politiques. L'objectif n'a-t-il pas été atteint quand on a fait la réforme en 2018? Vous avez posé une question, je n'ai plus encore donné la réponse. Vous voyez, quand vous posez une question, je vais à la source. Vous remontez un peu loin parce que là, on a eu quand même des résultats en 2018. Alors, lorsque quelqu'un dit depuis là que cette multitude de partis politiques peut créer problème, les politiciens eux-mêmes, après, ont tous convenu, y compris l'opposition, qu'il fallait réduire le nombre de partis politiques. Qu'il fallait réduire le nombre de partis politiques. On l'a fait. Maintenant, pour réduire le nombre de partis politiques, il faut des normes, il faut des critères. On a dit, bon, d'accord. Parce que la charte n'a pas limité la création. Vous pouvez vous lever demain matin et créer votre parti. Mais si on veut limiter, et on permet aux gens de se lever pour créer, il faut une autre loi pour les contraindre. Donc, vous pouvez créer votre parti politique, mais il y a des conditions, des critères. Des conditions à remplir
pour participer à la gestion. Parce qu'on ne saurait permettre dans un pays que 300, 400 partis aillent gérer le pays. Ça va être de la cacophonie totale. Donc, ça va empiéter sur le développement. Voilà pourquoi il faut réduire. Et pour réduire, il faut des critères. Le peuple béninois même a déjà donné suffisamment la preuve de ce que il est contre la multitude de partis pour gérer le pays. C'est pour cela que déjà en 2023, ils ont fait le tri qu'il faut 3. N'est-ce pas? Ça là, c'est indéniable. Même si c'était un référendum qu'on a fait, ce ne serait pas aussi éloquent. C'est un acquis. On est d'accord, on est tous d'accord que c'est un acquis, mais il faut préserver les acquis. On a eu un acquis, il faut sécuriser l'acquis. On n'est pas en train de vouloir diminuer les 3. Et quand je dis on, c'est que vous m'avez mis dans la peau des mouvanciers. Parce que ce n'est pas au niveau du gouvernement que la décision se prend, au niveau de l'Assemblée, du législateur. Et là-bas, leur objectif n'est pas de réduire les 3, mais c'est d'empêcher que d'autres partis viennent. Parce que vous voyez, il y a tous ces critères-là. Il y a tous ces critères-là qui sont là. Pourtant, vous assistez à la création encore d'autres partis politiques. Parce que le Béninois est comme ça. Comme l'État accompagne désormais les partis politiques, c'est une vache à lait. Chacun dans sa chambre va vouloir encore créer des partis politiques. Et là, s'il y a des critères qui vous empêchent d'émerger, même si vous allez dans votre chambre pour créer, ils seront obligés donc d'intégrer les grands ensembles. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'objectif n'est pas de réduire forcément les 3. Pas du tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui animent la vie politique réellement, qui sont peut-être de l'opposition, mais qui n'ont aucun député. Et ils ne sont pas sanctionnés. Nous en avons de la mouvance qui n'ont aucun député. De la même manière, nous en avons qui ont des députés qui n'ont aucun maire, aucun élu communal. Mais ils n'ont pas été sanctionnés. Donc, l'objectif n'est pas de diminuer les 3 là. L'objectif, c'est de permettre à ce que des partis d'envergure nationale puissent animer la vie politique à la base. Parce que le critère de ce que la démocratie marche, ne pensez pas que c'est avoir mouvance opposition à l'Assemblée. Donc, les législateurs eux-mêmes ont donné la preuve de ce que ce n'est pas pour éliminer un parti parmi les 3 ou 2 parmi les 3, parce que en prenant la loi, ils ont permis qu'il y ait des accords entre eux parlementaires. Toujours par rapport à la députation. Permettre donc que ceux qui... Vous avez demandé si mon parti politique, comme si vous le saviez, vous savez de quel parti je suis. Je suis du parti BR. Et vous demandez si le BR a eu 20% partout. Mais si nous faisons notre calcul et qu'on se rend compte qu'à tel ou tel endroit on n'a pas eu 20%, ce n'est pas l'occasion pour nous d'aller travailler là-bas. Au lieu de rester ici et dire que le code est chrysogène. Alors donc, on nous permet de nouer des accords parlementaires là où on se sent faible. Donc, c'est orgueilleux de penser que seul, on peut tout faire. Vous avez l'avantage de pouvoir faire ces accords-là. Et c'est ce que l'opposition met peut-être sur le tapis. Vous avez l'avantage de faire ces accords-là avec l'Union progressiste, le renouveau. C'est une chance. Oui, non, pas une chance. On peut pas, non, ce n'est pas une chance. On peut pas vous le dénier. Ce n'est pas sur coup de tête que c'est fait. C'est clair. Mais aujourd'hui, les démocrates, eux, ils font l'accord avec qui? Vous estimez que, puisque nous, on a bien une chance, il faut qu'on s'arrange pour qu'eux, ils aient une autre chance. C'est bien ça? On est dans une compétition. On est dans une compétition. Et vous vouliez que moi, vous ne savez pas qu'en politique, on ne dit jamais à l'adversaire ce qu'il fait de mauvais. En politique, on ne dit jamais à l'adversaire ce qu'il fait de mauvais. Mais eux, dont vous parlez là, ce n'est pas le parti du peuple. C'est pas eux. Eux, ils se font passer pour le parti du peuple. C'est le peuple qui veut voter pour qu'on ait les 20%. De quoi ils s'inquiètent? J'estime que ce code est venu mettre à nu les machinations, est venu mettre à nu ceux qui ne sont pas implantés, les gens qui ont intoxiqué pour se faire élire, qui déjà sont surpris, même députés. Cette fois, ça serait tamisé. Bien tamisé. Voilà pourquoi vous allez à une élection. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas fort partout. Et les partis qui peuvent vous aider, vous dites non. Ce que vous avez même dit qui est dangereux, vous dites que la FCBE, faut pas. Mais je dis que la FCBE a des maires. Elle n'a aucun maire. L'élection se fait où? Quand on veut faire les élections, c'est où? C'est au niveau du village. Si par exemple, quelque part où la FCBE a eu 5%,
Ils font accord de gouvernance, accord avec, parlementaire avec la FCD. Les démocrates. Oui. Et à ce niveau-là, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas les 5% là. C'est sûr parce qu'ils n'ont aucun député, aucun maire là. Donc c'est la FCD qui est là. Vous estimez qu'ils n'auront rien? Ce n'est pas quelque chose. Mais nous, vous n'avez pas vu que certains partis politiques de la mouvance, qui n'ont ni maire, ni député, sont avec vous et qu'on les entretient. C'est eux qui pensent qu'ils sont omniscients, ils sont forts et ils n'ont plus besoin des plus petits. Ils n'ont pas évolué. Je dis qu'en politique, on ne dit jamais à l'adversaire ce qu'il fait de mauvais. Moi, je les encourage à rester à côté de nous et vilipender le code. Et nous, on est sur le terrain en train de travailler avec les populations, en train de leur montrer ce que le Parti Salon a fait, en train de leur dire, c'est là votre avenir. Parce que les autres ne nous proposent rien que de critiquer ce que nous faisons. Il faut voter pour nous. On va leur dire ça. Et ils vont voter. Vous savez, en 2019, vous voyez, je suis historien, quoi. Donc, si je vais loin là, c'est pour cause. En 2019, il y a eu élection. Il y a eu problème. Il y a eu casse, n'est-ce pas? Mais en 2023, il y a eu problème où? Parce que ceux qui créent le problème là étaient en lice. C'est eux les troubleurs. Parce qu'une fois ils sont sur la liste, il n'y a pas eu casse. Donc c'est eux. Dieu merci, ils sont encore sur la liste cette fois-ci. Il n'y aura pas casse. Parce que non seulement qu'on ne permettra pas ce désordre-là, mais les partis de la mouvance travaillent déjà sur le terrain, n'ont pas leur temps à perdre pour rester là, parler de code. Une fois le code est devenu une loi et promulgué, vous êtes tenu de respecter et de vous battre pour vous retrouver à l'Assemblée pour changer le code. Est-ce que vous ne soutenez pas tout cela parce que Patrice Talon le veut? Pardon? Est-ce que vous ne soutenez pas tout ça, cette démonstration que vous faites là, juste parce que le chef de l'État actuellement le veut? La démonstration n'est pas. Est-ce que tout ça va suivre? Ça, c'est une question à deux volets. Si vous êtes convaincu, dites que vous êtes convaincu avant qu'on ne passe à autre chose. Convaincu à quoi? De quoi? Ma démonstration, du travailler. Vous parlez aux téléspectateurs. Mais c'est vous qui posez la question. Oui, je vous pose les questions afin que vous puissiez élucider. Alors, lorsque vous parlez de Patrice Talon, oui. Vous dites, vous parlez comme ça, vous soutenez ça parce que Patrice Talon le veut. Patrice Talon est en dehors de la mouvance. Il est isolé. La question, c'est vous demandez si qui vous dit que vous êtes de la mouvance. C'est sincère ce que vous dites. Non. Ou c'est simplement parce que le leader de la majorité le veut. Est-ce que tout ce qui se passe au niveau de l'opposition, c'est Yahya Boni qui décide? Cessez de penser que nous, en tant que mouvanciers, nous allons nous asseoir et le chef de l'État vient pour dire, bon, fais ceci, fais cela. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays. Nous sommes en démocratie. C'est un débat qui se mène. C'est un débat qui se mène. C'est argument contre argument. Et une fois la décision prise, si c'est votre argument qui a été battu, vous défendez ce qui est retenu. Mais c'est ça le respect de la discipline du groupe. Mais de quoi on nous parle? Nous sommes ordonnés. Très ordonnés. Alors, donc, enlever de la tête de l'opinion que c'est parce que Patrice Talon le veut. Non. C'est parce que nous, mouvanciers, nous sommes assis, on a fait des analyses, on a dit, c'est l'option là qu'il nous faut. Et lui, il ne fait que porter. Et tout cela va survivre à son départ? Ces réformes vont survivre à son départ? C'est justement... C'est vous les acteurs qui restez. Justement, vous posez la bonne question. C'est justement pour que ça puisse survivre qu'au sein des partis politiques, il y a ce débat-là. Quand il ne sera plus là, que la même ambiance continue. Et c'est ce que nous faisons. Mais écoutez, il y a des militants, des militants de premières heures, qui ont peut-être déserté les lieux, ou bon, peut-être malheureusement sont décédés, mais les partis n'ont pas disparu. Donc le chef de l'État, au sein de la mouvance, ne réfléchit pas à notre place. Non. Que les gens cessent de lui coller ça. Et le chef de l'État, c'est lui qui porte. Il est notre porte-voix. Mais c'est ce que nous avons marché ensemble, cuisiné ensemble. Donc, nous sommes tous comptables de ce qui se passe. Donc, ma démonstration n'est pas que Patrice Talon m'a dit, va faire. Non, c'est que j'en suis convaincu. La preuve, avant que moi je ne sois nommé ministre conseiller, ma démonstration ne se faisait pas. Ou bien, c'est maintenant que ça se fait, donc c'est moi ça. Ce n'est pas lui. Oui, bon, peut-être que votre nomination vous a permis d'être inspiré ou mieux soutenir. Là, vous pensez que Patrice Talon, il se couche, et quand il se réveille, il dit, bon, qui est de où là? Viens rester ici. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça. Pour un chef d'État qui a la tête sur les épaules, ça ne se passe pas comme ça. Il suit le parcours. Il sait qui peut rester où pour réussir son quinquennat.
Et c'est ça. Allez, on va sortir de ces échanges sur le code électoral. Ah, donc, sinon, il reste ce qu'il vilipende, il reste le parrainage et les feuilles de dépouillement. Parce que vous voyez, quand on intoxique suffisamment comme ça, on crée des problèmes. Par rapport au parrainage, vous ne voyez pas que c'est dit que vous devez faire parrainer par des députés ou des maires à hauteur, qui couvrent l'étendue du territoire à hauteur de 3/5. Vous ne voyez pas que c'est pour viser. Mais l'autre chose que cette partie-là vient régler, c'est la transhumance, madame. Vous prenez disons, les attributs du parti. Vous utilisez les militants du parti, les moyens financiers et matériels du parti. Vous faites élire. Une fois là-bas, vous tournez dos à votre parti parce qu'on vous a reposé ci ou ça. Et vous allez ailleurs. Ça n'honore pas notre pays. Je vous ai dit, quand on prend une loi, c'est pour régler un problème. Ça vient régler ce problème. C'est pour cela que vous allez parrainer quelqu'un, mais avec la caution du chef de parti. Ça veut dire que vous portez réellement le parti. Alors, quand on prend les feuilles de dépouillement, c'est là où c'est décevant. Quelle est l'élection qui se fait au niveau de la commune? Aucune. Quelle est l'élection qui se fait au niveau de l'arrondissement? Aucune élection. Tout se fait au niveau donc des bureaux de vote au niveau des villages. Mais là, le législateur a pris le soin d'obliger les organisateurs des élections là à remettre à chaque parti politique présent en liste l'original des feuilles de dépouillement. C'est la compilation qui se fait au niveau de l'arrondissement. Donc, si vous pensez que avec la photocopie, vous ne pouvez pas porter plainte au niveau de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, vous avez l'original au niveau de chaque village. De quoi on nous parle? Et c'est ça. On ne veut pas pour dire, il y a trouble, il y a tricherie, il y a ceci. Ils perdent leur temps. On ira aux élections avec ce code-là. Et ce dont je suis certain, assis ici, c'est que mon parti, le BR, va rafler. On vous le souhaite, monsieur Déoumale. Allez, ils seront battus après la coutume. Donc, on reste à Cotonou ici à raconter ce qu'ils veulent. On va finir sur les élections à venir en vous demandant, monsieur Déoumale, le mode de désignation de votre couple présidentiel. Est-ce que vous avez finalement défini ça au sein de la majorité présidentielle? C'est une stratégie de lutte, une stratégie de combat. Vous me voyez là, moi, en tant que membre du bureau politique du BR, venir mettre à nu la stratégie que nous mettons en œuvre pour gagner. Le mot désignation? Je ne vous demande même pas les noms. Hein. Je vous demande, vous êtes un bloc de la majorité et ça compte au moins 4 formations politiques au moins. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Ça là, c'est pas une stratégie à dénoncer pour que quelqu'un vous vole la vedette, etc. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Ça montre comment vous vous organisez. On ne réfléchit pas de la même manière dans une chaudière que dans une chambre climatisée. C'est-à-dire? Vous n'êtes pas homme politique, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas homme politique, non? Mais non. Voilà. Donc, vous pouvez estimer que c'est banal. Mais moi, en tant qu'homme politique averti, j'estime que il ne me revient pas à moi. D'abord, vous m'avez invité en tant que ministre conseiller. Et vous me demandez donc de parler de mon parti politique. Voilà, vous venez de dire que le BR va battre à plat couture. Vous m'avez tendu la main. D'accord, prenez. Je vous pose la question, monsieur Déoumale. Je vous donne la réponse que un parti politique sérieux ne communique pas comme vous le voulez là. On prend un individu isolé, il n'a pas reçu l'onction de son parti. C'est ça, le respect de la discipline du groupe. Et il vient sur un plateau, et qu'on va pas dire, oui, au niveau du BR, non, on fait ci, non, on fait ça. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Mais ce que je peux dire, pour vous apaiser, parce que j'ai l'impression que vous voulez savoir comment on s'organise, en vous disant ça, peut-être que vous allez voter pour moi demain. Alors, nous allons, en son temps, communiquer suffisamment sur ce que nous avons fait jusque-là pour aboutir au choix de notre candidat. Mais ce qui est certain, le bloc républicain sera présent au niveau de toutes les élections, à tous les niveaux, suffisamment présent. Donc, on ira aux élections. Naturellement, vous savez qu'on ne peut pas aller aux élections sans candidat. Rassurez-vous que cette réponse ne va pas me permettre de voter pour vous. Ça, c'est une certitude. On va finir avec quelques questions d'actualité. Il s'agit de la levée de la mesure d'interdiction d'exportation des produits vivriers. Est-ce que le gouvernement a bien réfléchi à cette mesure avant de la lever? Je pense que par rapport à certaines décisions, derrière toutes les décisions, c'est pas du jour au lendemain que la décision se prend. Elle est mûrie à plusieurs séances. Vous savez qu'il y a le conseil interministériel qui se réunit après le conseil des ministres et on marche très bien. Oui, parce qu'on avait parlé
excusez-moi, on avait parlé de sécurité alimentaire en prenant la mesure. Oui. Est-ce que la sécurité alimentaire est déjà atteinte, enfin, est-ce qu'on n'a pas de risque de Techniquement, tomber dans les travers qui nous ont amenés à interdire? On parle ici des produits vivriers. Bien sûr. Je prends le riz, le maïs. Il faut, quand on gère, c'est ça aussi, gérer un pays. Il faut planifier, il faut être un gestionnaire. Il faut être un planificateur. Alors, vous savez, les paysans ont l'habitude, par exemple, de stocker leurs produits. Le maïs surtout. Et quand ça devient cher, ils vendent. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, le maïs est cher, après ça chute. Alors, s'ils ont des stocks, c'est terre à terre, hein, ils ont des stocks là, qui n'arrivent pas à écouler. Et on rentre dans une nouvelle, comment vous appelez ça, période de production. Les stocks vont s'accumuler, n'est-ce pas? Alors, de peur, parce que, bon, aujourd'hui, au moins au Bénin, on se suffit sur le plan alimentaire. C'est-à-dire que le Bénin n'est pas en famine. Alors, si dans la planification, on a dit, si on permet, avec ce qui se passe ailleurs, là, à côté, si on permet que les produits sortent comme ça, on risque d'en souffrir. Il faut freiner, que nous l'avons freiné. Les Béninois mangent à leur faim. Et on se rend compte qu'il y a d'autres productions qui arrivent. C'est normal qu'il faut liquider ce qui est là. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut arriver encore à une autre mesure d'interdiction. Je ne dis pas ça. Ça dépend donc de la fluctuation sur le plan national et international. De toutes les façons, le fait d'avoir libéré ne nous crée pas de problème. Ça, au moins, c'est sûr. Ouais. Parce que au niveau du ministère de l'Agriculture, tout se planifie. Vous voyez les gens toujours tout faire, les opposants surtout, d'insulter les gouvernements, ventilateurs, c'est tout cela, mais personne n'a encore attaqué le gouvernement de talent comme étant un gouvernement qui ne planifie pas. Donc, tout est planifié chez nous. Donc, au niveau de l'agriculture, les gens ont déjà une idée à peu près sur la production qui vient. Et c'est fort de ça que donc, on libère ou on ne libère pas. D'accord. Maintenant, je reviens aux produits d'exportation comme le soja, l'anacarde, quoi encore, le coton. C'est là où il y a les graissements dedans. Oui. À ce niveau, je voudrais préciser que ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Ça, il faut que les paysans comprennent. Ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. C'est les fêtiers. C'est les fêtiers. Quand on prend chaque corporation, c'est et producteurs, et acheteurs, et vendeurs, c'est eux qui se retrouvent et tiennent compte du prix mondial et qui fixent donc le prix au niveau du Bénin. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Et si le gouvernement doit intervenir, c'est pour demander, il faut revoir le prix parce que si vous faites ça, les populations auront des problèmes. Ça, c'est le gouvernement peut négocier ça. Mais ce n'est pas le gouvernement qui fixe le prix. Mais si c'est fait les fêtiers, pourquoi alors justement il y a des graissements dedans au sein même des producteurs? C'est de ça que je veux parler. Il y a un déficit d'information et de communication. D'accord. Et depuis qu'on a commencé par communiquer sur cette affaire, les graissements des dents ont diminué. Parce que les populations n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations? Tout ce qu'on envoie à Glodibé là, c'est du bluff, c'est du n'importe quoi. Et ils s'acharnent pour dire que Glodibé c'est du n'importe quoi, il ne faut pas aller là-bas. Alors, il nous appartient à nous autres, ministres conseillers, d'aller expliquer à la population la vraie raison de la situation. Et qu'est-ce que ça apporte comme un plus au Bénin? Je prends juste un cas. Un paysan qui produit par exemple du coton et à qui on refuse de vendre à l'extérieur. On l'oblige à vendre à Glodibé. Alors que s'il vendait à l'extérieur, peut-être que le kilo, c'est à 1000 francs. Et nous, on prend à 500. Donc, il estime qu'il a perdu 500. Quand on lui présente ça comme ça, c'est normal qu'il s'en offusque. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe comment? Très bien. Avant même que le paysan n'ait produit, le gouvernement a déjà fait une subvention. Je prends l'engrais. Ailleurs, à côté, je ne vais nommer aucun pays, c'est à 28 000. Au Bénin, c'est à 17 000. La différence là, c'est l'État qui paye. Mais on va prendre l'engrais sur le même marché international. Donc, la différence entre les 11 000 là, c'est comme sous forme de subvention. Ça veut dire quoi? Que l'État a déjà donné quelque chose aux paysans, n'est-ce pas? Alors, ce paysan va utiliser la subvention de l'État qui découle des impôts que nous payons.
Vous et moi, tout le monde paye l'impôt. Et on subventionne la production. Mais une fois le produit arrivé à maturité, on autorise le paysan à aller vendre ailleurs. Il n'y a pas un souci? Il y a un souci. Mieux, c'est les impôts que nous payons là qui permettent donc de faire le goudron, de faire les voies, de créer les centres de santé, de créer les écoles, de payer les enseignants. Et leurs enfants vont là. Mais les fonctionnaires, tous les mois, eux, ils payent l'impôt. Ils ont des facs. Les commerçants, tous les jours, ils payent l'impôt. Les industriels, tous les jours, ils payent l'impôt. Donc, quand on explique ça comme ça aux paysans, ils comprennent alors que c'est sa participation. Mieux, même si on lui laissait même ce qu'il pense avoir perdu là. Si c'est sur l'année, même ça fait par exemple 500 000. Quand il est malade, est-ce qu'il peut prendre ces 500 000 là, prendre l'avion et aller se soigner chez l'Indien ou le Pakistanais où il a vendu son produit? Non, il va au centre de santé, au Bénin ici, que les autres ont contribué à construire. Vous voyez, son enfant ne va pas à l'école là-bas. Les cantines là, son enfant est là, il mange un repas chaud. Mais on ne lui permet pas d'aller faire ça là, ailleurs. Donc, vous voyez, il ne paie pas en réalité. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, en tant que ministre conseiller, d'aller désormais au contact des populations. Et ça, je le ferai à partir même de demain. Aller leur expliquer en langue ce qui se fait. Parce que notre rôle, c'est de présenter aux populations le vrai visage de ce qui se fait et de recueillir leur ressenti que nous remontons au gouvernement pour, s'il y a lieu de changer, qu'on change. Vous êtes fait un peu plus clair. Nous espérons que les citoyens comprennent aisément ce que vous expliquez. Allez, l'autre question d'actualité, Monsieur Déoumale, je vais vous faire réagir sur ce dossier concernant l'affaire qu'on nomme du nom de l'ex-ministre de l'Énergie, Monsieur Akuna. Ce dossier, il y a eu une situation, le gouvernement l'a limogé et ça connaît d'autres rebondissements puisque aujourd'hui c'est le HFC qui enquête. En tant que ministre conseiller, membre du même parti que lui et surtout de la même circonscription que lui, quel regard portez-vous sur le déroulement de cette affaire? Je pense que d'abord j'apprécie la réaction du gouvernement. C'est-à-dire que je soutiens la réaction du gouvernement. Je profite même pour présenter les excuses au gouvernement parce que tel que c'est fait, ça ne nous honore pas. Donc, mon appréciation, c'est ça. Je soutiens l'attitude du gouvernement qui est normale et logique. Et le porte-parole l'a dit, puisqu'il a sorti des accusations. Il revient donc au chef de l'État de lui permettre de mettre à la disposition de la justice tout ce qu'il a comme élément. Parce que si le chef de l'État a mis en place une institution pour lutter contre la corruption, il faut quand même qu'il y ait des éléments d'appréciation. Donc, pour avoir les éléments d'appréciation, il faut qu'il y ait des témoignages. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne décision. Aujourd'hui, on se demande si on l'a limogé parce qu'il a fait, parce qu'il a mis à nu des choses qui se passent au sein du gouvernement. C'est l'occasion pour lui de réellement mettre à nu quand il est libre. Parce que vous savez, en tant que ministre, on ne peut pas l'interpeller comme ça. Maintenant, on lui permet de mettre à nu ce qu'il dit là. Sinon on lui permet donc de prouver à l'opinion publique nationale et internationale et ce qu'il dit n'engageait que lui et lui seul. C'est pile ou face. Mais à aucun moment, il n'est question de le limoger parce qu'il a mis quelque chose à nu. S'il a mis quelque chose à nu, la réaction normale aurait été de l'empêcher de parler. Puisqu'il n'a fait que dire. Donc, il faut l'empêcher donc d'apporter les preuves pour qu'on dise que c'est une allégation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On lui permet d'apporter les preuves et de mettre à la disposition donc de la justice. Donc, il n'a rien mis à nu parce que le gouvernement ne se reproche rien. Absolument rien. Mais la question est posée comme si lui-même n'a pas eu à réagir, puisqu'il a réagi lui-même officiellement par écrit, pour s'excuser et pour dire que ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on dit. Est-ce qu'il pouvait dire autre chose que ça? Mais quand il dit ça, c'est pour qu'on le réintègre? Non. Il dit ça pour qu'on le réintègre? Non. Il dit ça
Parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, qui est mauvais. Ah, celui qui a tenu les bagages dit que ça pèse. Et nous, on va rester ici pour dire que ça ne pèse pas. Alors, beaucoup, quand cette affaire s'est déclenchée, beaucoup se sont demandé à quoi servent vos écoles de parti en matière de coaching à la communication. Est-ce que ça fonctionne? C'est comme si un terrain de football, lorsque l'équipe est en plein dans un match, vous pensez que les joueurs les plus futés, vous pensez que ils mettent en œuvre strictement ce qu'on leur a dit. Chacun, à un moment donné, il y a l'individualité qui compte. Ce qu'il a dit n'engage ni le parti, ni la 10e circonscription. Pas du tout. On se voit chaque fois en conseil, même lui et moi, n'en avons jamais discuté. Donc ça n'engage que lui. Le parti s'est très vite solidarisé de lui pour ne pas... Mais c'est lui qui s'est désolidarisé du parti avant d'aller dire ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas échangé avec le parti avant d'aller le dire. Ça n'engage en rien le parti. Quelle leçon doit-on tirer de cette situation, M. Déoumale? Ou vous, quelle leçon vous tirez? La seule leçon que je tire, c'est que lorsqu'on est dans une position donnée, il faut toujours soigner. Il ne faut pas penser qu'on est omniscient. Il faut toujours soigner ce qu'on veut dire. S'assurer que ce qu'on veut dire a tout son sens. C'est la leçon que je tire. On va conclure nos échanges puisque nous sommes au thème de C'est pour cela que quand vous m'avez demandé quelle est la stratégie qu'on met en place au niveau du BN, je vous ai répondu. Vous avez très vite botté en touche. Voilà. J'ai compris. On va conclure nos échanges, M. Déoumale. Je vous laisse la parole. Donc, je voudrais vous remercier par rapport au travail que vous faites pour nous permettre, nous autres, ministres conseillers, pour nous permettre d'expliquer aux populations ce que fait réellement le gouvernement. Parce que depuis 2016, le gouvernement ne communiquait pas suffisamment sur ce qu'il faisait parce qu'on avait estimé que les populations même vont se rendre compte. Donc on s'est rendu compte que, par mauvaise foi, certains ont fait l'option donc de peindre en noir tout ce qui se fait. Aujourd'hui, nous avons été appelés par le chef de l'État pour, disons, mettre à la disposition de la population le vrai visage de ce qui se fait, et c'est par le biais donc de ce que vous faites. Alors, je voudrais demander à la population de plus nous écouter et de pouvoir faire maintenant la comparaison avec ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Parce qu'ils ont jusque-là entendu un seul son de cloche par rapport à ce que fait le gouvernement. Aujourd'hui, ils ont un autre son de cloche. Ils font la comparaison et ils tirent les leçons qui s'imposent. Mais Dieu aidant, le chef de l'État Patrice Talon est venu et aujourd'hui a donné une nouvelle impulsion à notre pays, un nouvel essor économique à notre pays. Il serait normal, bien et bien séant que tout se fasse, malgré tout ce qu'on dit, pour qu'on ne recule pas. Et que les acquis là soient pérennisés, préservés. Voilà pourquoi je pense que d'ici quelques mois, quand nous allons sortir de notre pot de ministre conseiller, on reviendra sur les médias pour parler politique. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Déoumale. Je rappelle que vous êtes le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Avec vous, nous avons essayé de faire le tour de l'état de la diplomatie béninoise, des relations du Bénin avec ses voisins, également des questions de loi électorale et bien d'autres sujets. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous à présent sur les plateformes numériques pour vous qui avez pris ces échanges au vol. L'entretien, un peu comme toutes nos productions, est disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et également sur notre application Etelebena que vous pouvez télécharger. Télé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.